Bonjour Françoise Combe. Bonjour. Vous êtes astrophysicienne à l'Observatoire de Paris, et je le précise, une astrophysicienne de renommée mondiale. Avant de vous poser ma première question, je vais tenter de résumer votre parcours en quelques mots, votre carrière en quelques mots. Pardonnez-moi si je reprends mon souffle. Vous avez été directrice adjointe du laboratoire de physique de l'École normale supérieure, présidente de la Société française d'astronomie et d'astrophysique. Vous avez dirigé le programme national Galaxie du CNRS. Vous êtes la première femme titulaire d'une chaire d'astrophysique au Collège de France et la première femme astrophysicienne élue à l'Académie des sciences. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. On se trouve ici sous la coupole de l'Institut de France qui héberge l'Académie des sciences, dont vous êtes la présidente depuis début 2025. Donc j'aimerais vous poser une première question. Qu'est-ce que ce lieu représente pour vous? Alors cette coupole, elle est magnifique. Elle représente surtout l'endroit où on fait les cérémonies d'accueil des nouveaux membres de l'Académie, puis toutes les académies. Il y a 5 académies dans l'Institut, donc chacune a des nouveaux membres et donc les reçoit avec cérémonie. On reçoit aussi les prix. On a à peu près 80 prix à remettre chaque année. Et ça, c'est une fête de la science, en quelque sorte. Et donc, on le fait en 2 fois, parce qu'il y en a beaucoup. Et donc, les jeunes qu'on récompense et qu'on distingue sont très contents de venir ici, de recevoir leur prix, leur médaille, avec tout le public qui les accompagne. Très bien. Alors cet entretien sera divisé en 2 parties. Une première partie sur votre parcours et une seconde sur la place des femmes, votre place dans le monde de la science. Pour commencer, j'aimerais revenir sur votre enfance. Vous êtes né à Montpellier et vous avez grandi dans cette ville, mais aussi en Nouvelle-Calédonie, en Algérie, en Allemagne. Une enfance en partie dictée par les fréquentes mutations de votre père, qui était militaire. Et je voulais vous demander si vous avez grandi dans un milieu, petite, où toutes les ambitions pour une jeune fille étaient permises. Alors c'est difficile à dire, vu l'âge que j'avais, je ne m'en rendais pas compte. Mais mon père était très aventureux, c'était l'artillerie de marine. Et il avait choisi ce métier justement pour voyager énormément et faire des séjours de plusieurs années un petit peu partout dans le monde. Donc ça, c'était un petit peu un enthousiasme en fait pour aller visiter d'autres pays et puis voir un petit peu autre chose que ce qu'on voyait en France. À quel moment vous êtes-vous intéressé à l'astronomie? Je crois savoir qu'enfant, vous n'étiez pas une astronome amateur, alors que votre père, lui, scrutait le ciel avec son télescope. C'est vrai que je n'avais pas finalement... Enfin, quand j'étais myope, je ne voyais pas tellement les étoiles. Mais aussi, j'étais particulièrement fascinée par la physique, en fait, la recherche en physique, la théorie, plutôt la théorie que l'observation. Et donc, ce n'est qu'après, on avait fait des études à l'école normale, il a fallu trouver un sujet de thèse. Donc, j'étais allée visiter un grand nombre de laboratoires et tombée sur, à l'Observatoire de Paris, des gens qui s'intéressaient à la cosmologie et au Big Bang et d'un point de vue théorique. Donc, ils voulaient essayer de montrer qu'il y avait d'autres modèles que le Big Bang standard, et c'est-à-dire un modèle qui était symétrique matière-antimatière. Alors ça m'avait beaucoup plu et je m'étais dirigée dans cette voie pour tester une thèse de 3e cycle. Ça avait quelque chose qui se fait en 1 ou 2 ans. Et beaucoup de physique nucléaire, beaucoup d'astrophysique, et ça m'avait beaucoup plu, même si le modèle ne marchait pas en fait. Mais on avait beaucoup discuté, et c'était ça qui me plaisait. Ensuite, j'ai fait des observations, et ça m'a plu aussi beaucoup. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est les mystères un peu qui vous ont amené cette passion du cosmos? C'est ça, c'est les mystères, et puis le fait qu'on puisse découvrir quelque chose de nouveau. Je ne pensais pas au départ que c'était une science déjà finie, en fait, qu'on ne découvrirait plus rien. En fait, pas du tout. Et je n'ai pas regretté mon choix parce que pendant ces 40-50 ans, on a découvert énormément de choses et finalement, on s'aperçoit que l'on ne sait encore pas grand-chose. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier souvenir d'observation du cosmos? Ah oui, la première, on était allé aux États-Unis parce qu'en fait, il n'y avait pas de télescope millimétrique. On s'intéressait aux molécules et c'était la première découverte de molécules dans le milieu interstellaire. Et on était les premiers à essayer de découvrir dans d'autres galaxies que la nôtre. Des Américains avaient essayé de regarder la nébuleuse d'Andromède, qui est la galaxie spirale la plus proche. Ils avaient observé avec leur télescope à Kitt Peak, dans l'Arizona. Ils n'avaient rien trouvé. C'était au centre, donc il y avait un article qui disait qu'il n'y a rien du tout. Finalement, on s'était dit, c'est pas possible, dans notre galaxie, il y a plein de molécules, donc pourquoi pas dans la galaxie d'Andromède? On avait pensé à regarder les bras spiraux où il y a plein de poussière, parce que les molécules sont associées à la poussière. Et on avait pointé le télescope là, on avait trouvé plein de molécules, on avait été ravis. Ça, c'était vraiment une très belle expérience, on était revenus en France. Alors à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur personnel, on avait un paquet de cartes pour faire... disons, passer notre programme sur l'ordinateur. On avait ensuite un listing de papiers qui nous sortait les résultats. On n'avait pas de contact. Vraiment, quand on regarde en arrière, on était beaucoup moins productif qu'aujourd'hui, où chacun a son petit ordinateur et puis il fait un clic et puis passe son programme. Donc c'était très long, mais en fait, on est arrivé à une première, à découvrir pour la première fois des molécules dans une galaxie extérieure.
Alors, pour les besoins de votre thèse, justement, vous deviez vous rendre là où se trouvaient les radiotélescopes, c'est-à-dire aux États-Unis, au Chili, en Espagne et au Japon. C'est aussi à cette période que vous donnez naissance à votre premier enfant. Comment on réussit à traquer les molécules présentes dans le milieu interstellaire lorsqu'on construit une vie de famille? Oui, ça c'est une question qu'on peut se poser. Moi j'avais eu la chance d'avoir un conjoint qui s'occupait des enfants pendant que j'étais en observation aux États-Unis ou ailleurs. Et donc il m'a beaucoup aidée à ce moment-là. Et donc c'est ça qui a permis, parce que seule j'aurais pas pu le faire. Et puis surtout qu'il y avait aussi, j'enseignais en même temps. Donc quand j'allais en observation pendant une semaine, il fallait que je me fasse remplacer. Et la semaine d'après, il fallait que je rattrape. Donc j'avais double d'enseignement. Donc il y avait non seulement la vie de famille, les observations, mais aussi l'enseignement. Les astrophysiciens, je crois, ne travaillent pas tous sur les mêmes sujets. Vos domaines de prédilection, à vous, ce sont la formation et l'évolution des galaxies, les trous noirs et la matière noire. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes-vous dirigé vers ces sujets précis? Alors c'est parce qu'en fait, il y a des mystères à chaque fois. On ne comprend pas très bien comment se forment les galaxies, encore moins aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'avec le James Webb Telescope, on s'est aperçu qu'il y avait des galaxies très massives très tôt dans l'univers. Donc on recommence encore à reprendre les modèles. Mais les trous noirs, c'est quelque chose de fascinant aussi, hein. On sait maintenant, on ne le savait pas au début, qu'il y a un trou noir supermassif dans chaque galaxie au centre. On ne sait pas comment il est alimenté. Donc on fait des simulations numériques. J'ai beaucoup fait de simulations numériques pour voir, un peu tester les hypothèses, comment peut-être une barre et des bras spiraux dans une galaxie peuvent, disons, faire venir le gaz vers le centre et alimenter le trou noir pour faire des noyaux actifs qu'on appelle quasars. Donc ça, c'est les mystères et puis les hypothèses que l'on fait, qu'on a envie de vérifier. Et c'est ça qui nous entraîne en fait. Vous avez commencé à travailler sur la théorie du Big Bang, c'est ça? Oui. Aujourd'hui, on sait que le Big Bang s'est bel et bien produit. Ah, tout à fait. Maintenant, ce n'est plus une théorie, c'est un fait parce qu'on l'observe. On observe que lorsqu'on remonte le temps, parce que le télescope ça nous sert à remonter le temps, on voit qu'il n'y a plus de galaxies, il n'y a plus de structures, et au contraire, il y a un univers homogène qui est très chaud et très dense. Et ça, c'est le Big Bang. On s'en approche à 0,4 millions d'années, alors que l'âge de l'univers, c'est 14 milliards d'années, hein. Donc on s'approche très près du Big Bang et on le voit, il a une certaine température, une certaine homogénéité. Vous dites que les télescopes permettent de remonter le temps, c'est-à-dire quand on voit à travers la lunette, si je peux dire ça comme ça, d'un télescope, on voit ce qui s'est produit il y a des millions d'années, c'est ça? C'est ça, même des milliards d'années, parce que la lumière a une vitesse qui peut paraître très grande, 300 000 km par seconde. À notre échelle, c'est très grand, mais à l'échelle de l'univers, c'est petit. Donc lorsqu'une galaxie est très loin, à 12 milliards d'années-lumière, elle met 12 milliards d'années à parvenir un message, donc on la voit telle qu'elle était il y a très longtemps, dans sa jeunesse. Vous êtes à l'origine de nombreuses découvertes. Quelle est la découverte dont vous êtes la plus fière? Alors au début, dans ma thèse, c'était une découverte par hasard, mais j'essayais de montrer pourquoi les galaxies ont une barre et des bras spiraux. C'est ce qu'on voit et on ne comprenait pas vraiment. Et puis, tout le monde le faisait à 2 dimensions parce que les calculs à l'époque étaient très compliqués. Donc, il fallait les simplifier. Tout le monde prenait un plan infiniment mince et ne prenait pas en compte la 3e dimension. Et il ne formait que des barres, tout le temps des barres. Jamais on avait une structure spirale bien formée. Donc, je m'étais dit, bon, mais il faut peut-être prendre la 3e dimension pour stabiliser un peu. Et donc, on a fait la 3e dimension, on était les premiers. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la barre avait une résonance en Z, perpendiculaire au plan, et formait des cacahuètes, en quelque sorte. À certains rayons, on avait un bulbe en forme de cacahuète. Alors ça, c'était une surprise, et ça a été vraiment le début d'une longue série de travaux, parce qu'on se demandait comment former les bulbes au centre des galaxies, et seulement les barres qui résonnent et font soulever les étoiles forment ces bulbes. Donc ça, c'était par hasard, on a découvert quelque chose dans les simulations, parce qu'on avait fait quelque chose que les autres n'avaient pas fait. Vous utilisez beaucoup le « on » quand je vous pose une question sur vos découvertes, j'imagine, parce que chaque découverte, c'est un travail d'équipe, j'imagine. Voilà, c'est un travail d'équipe. On a des petites équipes, par rapport à, par exemple, la physique nucléaire, où ils sont 100 dans une équipe. Ici, on a des équipes de 2, 3, jusqu'à 5, 10. Et en effet, on a pas mal d'étudiants, de post-doc, et puis aussi d'astronomes confirmés. Mais en chaque fois, c'est 2 ou 3. Comment on explore l'espace en 2025? Quels sont vos outils? C'est-à-dire, est-ce qu'on a toujours besoin de se rendre à l'étranger pour observer l'espace? Alors les outils, ce sont les télescopes, et on a de la chance d'en avoir de nombreux. On a lancé donc en 2021 le James Webb Space Telescope. On a toujours le Hubble Space Telescope qui marche encore. Et on a beaucoup d'instruments au sol. Par exemple, au Chili, on a ALMA. On est en train de construire un télescope radio qui fera 1 km² de surface, c'est-à-dire 1 million de mètres carrés de surface, c'est incroyable.
à la fois en Afrique du Sud et en Australie. Et maintenant, on n'a plus besoin d'y aller. Alors au départ, on y allait 2 fois ou 3 fois par an au Chili, 2 ou 3 fois en Espagne, etc., au Japon. Aujourd'hui, tout se fait à distance grâce à Internet. Et par exemple, en Espagne, on peut observer directement, à distance, sur les ordinateurs de chez soi. Et on voit un peu le télescope qui bouge, on peut lancer les ordres et puis l'observation, on voit les specs qui nous arrivent. Tout passe comme si on était là-bas et on n'a pas besoin de voyager, donc ça c'est formidable. Vous contrôlez les télescopes depuis votre bureau. Voilà. On va passer à la seconde partie, axée sur la place des femmes dans la science. Je l'ai dit, vous êtes aujourd'hui une astrophysicienne de renommée mondiale, récompensée de nombreuses fois. Vous avez notamment reçu la médaille d'or 2020 du CNRS, l'une des distinctions scientifiques françaises les plus prestigieuses. Je voulais vous demander si avez-vous, au cours de votre carrière, rencontré des obstacles parce que vous étiez une femme? Alors ça, c'est très difficile à répondre à cette question parce que quand on voit la discrimination qu'il y a contre les femmes, en fait, c'est statistique. Il y a quelques pourcents, on n'arrive pas à voir sur un individu vraiment l'effet, en fait. Donc, si je n'avais pas trouvé assez vite un poste permanent, par exemple, je me suis dit, bon, c'est ma faute, hein, j'ai dû faire ceci, j'ai dû faire cela, c'est normal. Et c'est ce qui m'est arrivé, en fait, parce que à l'époque, certains de mes collègues masculins trouvaient un poste 2 ans après leur thèse, etc. Moi, j'ai dû attendre 15 ans après la thèse avant de trouver un poste permanent, ce qui paraît assez long, mais finalement, j'étais tellement passionnée par la recherche que je ne me suis pas aperçue de tout ça. Donc, j'avais eu un poste non permanent, un peu précaire, à l'école normale supérieure. On était ce qu'on appelle assistant au caïman. On s'occupait de la réalisation, on s'occupait de l'enseignement. Et puis, tous les 2-3 ans, ils me disaient, mais alors, comment ça se fait, t'as pas encore de poste? Et donc, ils me renouvelaient quand même, mais tout en disant, bah, peut-être que tu pourrais... Et donc, ça a duré un certain temps, mais peut-être je ne m'en suis pas trop aperçue sur le moment. Après coup, on peut se dire, bon, peut-être que si j'avais été un homme, j'en aurais eu un poste permanent plus tôt. Vous dites que vous ne vous en êtes pas forcément aperçu sur le moment. Ce moment, du coup, c'était une souffrance pour vous ou du coup, pas spécialement, vu que vous ne vous en rendez pas compte? En effet, toujours, quand on n'a pas de poste permanent, c'est toujours une petite inquiétude, mais bon, je m'apercevais peut-être 1 fois par an lorsqu'il fallait faire des demandes de poste. Et à chaque fois, je faisais des interviews pour avoir un poste de professeur ou d'astronome permanent, etc. Et puis... il fallait attendre l'année suivante. Donc chaque année, puis ensuite, j'y pensais plus. Et quelles réponses on vous donnait à ce moment-là, à chaque fois? Eh bien, il y a une telle compétitivité que... Alors, il y a aussi le fait que j'avais aussi un poste à l'école normale qui, normalement, était reconduit tous les 2 ans. Donc, quand on demandait un poste CNRS qui était pour la France entière, il y avait certains candidats qui n'avaient pas de poste du tout. Donc, on pouvait dire, bon, ben, toi, tu es déjà casé, tu auras ton poste pendant 2 ans encore. On peut attendre. D'accord. Et est-ce que plus jeune, vous êtes vous-même fixé certaines barrières, des barrières psychologiques, j'entends? En fait, non, je n'en ai pas du tout eu conscience de cela. Alors peut-être un peu plus tard, je pense qu'en effet, il y a dans les promotions, le plafond de verre qu'on a vu arriver, on s'en aperçoit un peu plus tard. Dans ma jeunesse, il y avait à peu près 30-35% de femmes en astrophysique, donc c'était à peu près quelque chose où on ne se sentait pas seul. Hein, on se sentait un petit peu normal. Quand on sent le poids de la discrimination, comment on tient? Qu'est-ce qui fait avancer? Alors je comprends que vous vous en êtes rendu compte bien plus tard, mais comment on tient? Je pense que maintenant, aujourd'hui, les jeunes filles qui s'en rendent compte, peut-être, elles s'entraident entre elles, en fait. Il y a des groupes, il y a aussi l'association Femmes et Sciences, dont je fais partie, qui donne des exemples et qui essaie d'encourager les filles à continuer, etc. Donc je pense que c'est l'entraide des autres qui permet de tenir. Et avez-vous, consciemment ou pas, volontairement ou non, fait tomber certains murs, certaines barrières dans les structures dans lesquelles vous avez travaillé? Alors moi je pense oui, parce que j'ai souvent pris des étudiantes, peut-être 40 dans ma carrière, et donc il y a pas mal de femmes, en fait peut-être un pourcentage de femmes plus grand que le pourcentage normal dans la recherche, dans le vivier normal, peut-être parce que les filles venaient plus vers une directrice de thèse que par un directeur de thèse. Donc j'ai pris beaucoup de jeunes et je les ai encouragées.
Vous dites de vous-même que vous n'êtes pas, vous n'avez pas un tempérament agressif et que vous avez pu peut-être par le passé manquer un peu de confiance. Mais vous êtes en même temps la preuve que le talent, le travail, ça paye quel que soit le sexe, puisque vous avez réussi à graver de nombreux échelons. Donc c'est quoi la clé? C'est la patience du coup Voilà, moi je pense que, bon, évidemment, on travaille beaucoup et puis on ne travaille pas pour avoir un certain poste, en fait. On travaille parce que le travail est passionnant et on aimerait réussir à trouver le mystère, en fait, la question, et répondre à la question, faire des publications, être reconnu au niveau international. Et ça, c'était le cas. Quand on avait découvert des molécules, par exemple, on est allé dans plusieurs conférences et les gens étaient assez admiratifs du succès qu'on avait eu à découvrir ces molécules. On avait continué, on avait trouvé d'autres molécules. C'était à un moment où on recherchait des molécules organiques dans le milieu interstellaire. Et à chaque fois qu'on allait à des publications, ou à des conférences, etc., on était reconnus. Donc finalement, c'est ça qui nous faisait tenir. C'est simplement, au niveau international, on était dans la course. Vous parlez vraiment de l'importance de la reconnaissance, notamment pour les femmes, c'est ça? Voilà. Est-ce que c'est plus difficile d'obtenir une promotion quand on est une femme dans ce milieu encore aujourd'hui? Je pense qu'un petit peu. Alors c'est difficile, il faut le faire de façon statistique. Je pense un petit peu parce que bon, ce n'est pas le cas, par exemple, à l'Académie, on a fait beaucoup de progrès. On a vu que l'Académie, autrefois, on sait dans le XXe siècle, a eu du mal à accepter les femmes, puisque la première élue, c'était en 1979, Yvonne Choquet-Bruyas. Et puis, depuis, quand il y a 20 ans, on avait 6% de femmes, aujourd'hui, on a 20%. Et l'an dernier, il y a eu plus de femmes élues que d'hommes, donc on fait beaucoup de progrès. Et puis, au point de vue prix aussi, cette année, on a eu plus de femmes que les autres années, peut-être 40 ou 50%, alors qu'il y a 30% de femmes en sciences. Donc, on a pris plus de femmes par rapport au nombre de femmes qu'il y a en sciences. Donc, on a fait des progrès. Et je pense qu'aujourd'hui, on a presque l'égalité de succès pour avoir un prix ou avoir une promotion. Selon un sondage Ipsos pour la Fondation L'Oréal, réalisé en 2022, une femme scientifique sur deux déclare avoir été confrontée à une situation de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail. Est-ce que vous avez déjà été témoin ou même victime d'une situation de harcèlement? Ce sondage, cette enquête de L'Oréal nous avait beaucoup surpris parce qu'en effet, s'il y a cette agressivité, ce masculinisme, je pourrais dire, on ne s'en rend pas compte et il y a une omerta, personne n'ose se plaindre en fait. Donc quand ce sondage est ressorti, on a été vraiment beaucoup surpris. Moi, je n'ai pas été vraiment témoin direct, mais je sais que comme les établissements étaient très sensibilisés à la question, au Collège de France, on m'avait nommée référente avec un autre professeur qui était Xavier Leroy. Et donc tous les deux, on a été pendant 2 ans référents pour les agressions sexuelles et donc on a eu 2 cas en 2 ans, mais qui étaient assez légers. On a pu les résoudre assez facilement. Donc c'était quelque chose où il était un petit peu verbal, d'agression verbale et d'harcèlement comme ceci, mais pas très très grave. Et comment on gère ces cas du coup? Alors justement, on a essayé d'éloigner, on les a vraiment déplacés au point de vue bureau, donc même d'étage, et donc ils ne se voyaient plus. Un autre chiffre, d'après le FMI, en 2023, en France, seulement 13% des étudiantes diplômées le sont dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, contre 40% d'étudiants. Pourquoi les jeunes femmes se dirigent-elles moins que les hommes vers des carrières scientifiques? Alors là, si vous prenez les cas les plus dépeuplés en femmes, qui sont les maths et puis peut-être l'informatique et l'ingénierie, en sciences ordinaires, c'est plutôt 30%, en physique, sciences de l'univers, etc. Et même en biologie, c'est 50% ou 60%. C'est-à-dire qu'il y a des stéréotypes. Je pense que dès le plus jeune âge, dès l'école primaire, on inculque aux jeunes filles qu'en maths, elles ne sont pas bonnes. Et finalement, elles s'en détournent. Parce qu'elles disent, bon, c'est pas pour moi et je ne serai pas bonne là-dedans. Et donc, elles se dirigent soit vers les lettres, même soit vers la biologie. Les professions de santé, les professions d'aide, les professions un peu plus humaines sont toujours privilégiées par les femmes. Et c'est uniquement le stéréotype. Et on a fait des sondages et on a vu que c'était dès l'école primaire. Très tôt. Très tôt, très tôt, très tôt. Du coup, ce qui m'amène à ma prochaine question, comment fait-on pour bouger les lignes? Il y a eu des expériences faites au Portugal où lorsqu'il y avait un choix à faire, option, alors on prend des options. Chez nous, on a les filles et les garçons ont le choix de leur option. Il y en a choix lettres, choix sciences, choix ingénierie, etc. Et évidemment, les filles vont là où on leur dit qu'elles seront meilleures. Et au Portugal, les options, il n'y en a pas. C'est-à-dire que tout le monde fait maths, tout le monde fait ingénierie, tout le monde... Et finalement, là, ça marche. C'est-à-dire que les filles s'aperçoivent qu'elles sont très bonnes aussi et elles continuent. Et ces stéréotypes sont un petit peu cassés.
L'une des mesures préconisées par l'Académie des sciences, dans un rapport de 2023, si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est former le personnel de l'enseignement à la déconstruction des stéréotypes. Mais concrètement, comment on fait? Ce que faisait l'Académie, elle a créé il y a 30 ans la main à la pâte. On s'est aperçu avec des académiciens comme Georges Charpak ou Yves Quéret qu'il fallait faire quelque chose. Et donc la main à la pâte, c'était prévoir de former des enseignants aux sciences, et au jeune âge, vraiment le jeune âge, primaire et secondaire. Et donc ça a beaucoup évolué. Donc on leur donne des ressources aux enseignants, on leur dit exactement voici les cours que vous pouvez faire, les expériences que vous pouvez faire. Et ça marche dans les cas. Parce qu'en fait, certaines professeurs ne sont pas du tout éduqués pour les sciences et donc elles ont même peur de faire des enseignements de sciences aux élèves parce qu'elles ne se sentent pas assez capables. Donc avec ces ressources et les maisons des sciences qu'on a développées dans toute la France, ça a amélioré, mais il n'y en a pas suffisamment, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de budget pour généraliser cela. Très bien. Qu'auriez-vous envie de transmettre pour donner aux jeunes filles envie de faire des sciences? Moi je pense que toutes celles qui ont une vocation, il faut continuer, il faut les encourager à ne pas se détourner parce qu'on leur dit qu'elles ne sont pas bonnes dans ce sujet, etc. Donc il faut croire à leur vocation plutôt qu'à tout ce qu'on leur dit autour d'elles. Il faut les encourager à cela. Et puis, dès le plus jeune âge, ne pas croire à tout ce qu'on leur dit en disant que les filles ne sont pas bonnes en maths, c'est pas vrai du tout. Et on sait que même avant de rentrer à la première école, les sondages ont montré que les notes étaient exactement les mêmes. C'est uniquement la première année à l'école, tout d'un coup, les notes sont différentes, simplement parce qu'un effet d'école. Il ne faut s'interdire aucun horizon, en fait. C'est ce que voilà, vous dites. s'interdire aucun horizon. Et quelle satisfaction apporte cet univers professionnel qui est par exemple l'astrophysique? Peut-être que votre réponse peut donner justement envie à certaines jeunes filles qui nous regardent. Faire de la recherche en astrophysique ou ailleurs d'ailleurs, c'est tout d'un coup apprendre qu'on sait résoudre quelque chose, découvrir quelque chose, et puis tout d'un coup il y avait un mystère, on ne comprenait rien du tout, et tout d'un coup on comprend, comme si on comprend la nature qui nous entoure, et ça c'est une très très grande satisfaction. Il n'y a pas que la gloire de l'avoir fait, il y a aussi le fait de comprendre, tout d'un coup tout s'éclaire, et c'est vraiment une très très grande satisfaction. Le monde scientifique, selon vous, est-il moins masculin, moins sexiste aujourd'hui? Je pense que oui, quand même, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. On sait qu'au début du XXe siècle, par exemple, les femmes n'avaient pas le droit d'aller à l'université. Elles ont commencé au début du XXe siècle. En astrophysique, par exemple, les femmes n'avaient pas le droit d'observer au télescope. Elles étaient juste confinées à la cave en train de regarder les plaques photos et puis de faire des catalogues d'étoiles. Maintenant, il y a une égalité, dans la loi en tout cas, peut-être pas dans les mœurs. Dans la loi, il y a une égalité, on a exactement les mêmes droits et devoirs. Donc c'est beaucoup mieux. Et puis je vois aussi que même dans la mentalité, on voit que la partage des tâches domestiques, qui sont vraiment une charge pour les femmes, elles sont un peu partagées, beaucoup plus partagées. Moi je vois que j'ai des étudiants et post-docs masculins qui, lorsque leur enfant est malade, y va et interrompt son travail pour aller s'en occuper. Autrefois, il n'y avait que les femmes qui se chargent des enfants, qui ont les charges de la vie domestique. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus partagé. Donc je pense que dans un avenir plus lointain, on aura peut-être une parité plus élaborée. Que vous disent les jeunes femmes à qui vous enseignez l'astrophysique sur ce sujet? Est-ce que parfois, encore aujourd'hui, elles se sentent freinées? Je pense qu'elles se sont un peu moins freinées qu'autrefois, en tout cas. Et puis, je leur demande de ne pas en tenir compte. Si vraiment elles se sentent freinées, il faut absolument qu'elles surmontent cette impression et qu'elles aillent de l'avant. Ça, c'est clair. Mais je les encourage et puis je les félicite lorsqu'elles ont des succès. On arrive à la fin de cet entretien. Je voulais vous demander si vous avez aujourd'hui réalisé tous vos rêves d'étudiante. Ah, ça, c'est une question difficile. Une grande partie, en tout cas. Une grande partie de mes rêves a été, en effet, et même parfois au-delà, parce qu'il y avait des découvertes un petit peu par hasard que je n'aurais même pas essayé de rêver. Donc, on en a même fait un peu plus. Et dernière question, je voulais vous demander si vous auriez un conseil à donner à la jeune Françoise lorsqu'elle était étudiante, est-ce qu'elle aurait fait les choses autrement? Vous avez une expérience, vous avez côtoyé de nombreux milieux, est-ce que vous donneriez des conseils à cette jeune Françoise? Oui, peut-être que Françoise, à l'époque, elle n'était pas assez confiante en elle-même. Elle pensait que c'était complètement, qu'on n'était pas du tout au niveau et qu'on n'était pas compétitif. Donc on essayait quand même de travailler beaucoup pour essayer un résultat, mais on pensait que ce serait un résultat négligeable. Donc il fallait avoir un peu plus confiance en soi, je
pense que c'est ça qu'il faudrait lui conseiller. Et je pense qu'il ne faut pas confondre aussi l'humilité et la confiance en soi. Voilà, exactement. Et c'était très difficile, mais j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui s'appelait Pierre Ancona et qui avait confiance en moi. Et donc c'est lui qui m'a donné confiance en moi. Très bien. Merci beaucoup Françoise Combe. Merci beaucoup.